Aujourd'hui, on s'attaque ensemble à un gros sujet parce que vous êtes nombreux à voir les news, à voir tous les indices et la majorité des actions d'entreprise aujourd'hui qui continuent, semaine après semaine, à battre des nouveaux records vers le bas, que vous voyez tout un tas d'investisseurs, dont moi et d'autres influenceurs, qui vous disent que le marché tel qu'on le connaît aujourd'hui est très probablement l'opportunité de la décennie, voire plus que ça, mais vous êtes aussi nombreux à ne pas encore avoir sauté le pas, à pas avoir commencé à investir. La perspective de débuter l'investissement en bourse peut souvent sembler assez impressionnante, voire carrément flippante, et c'est quelque chose que je comprends tout à fait, je comprends tout à fait ces sentiments-là. Il y a des chances de perdre de l'argent, on n'est pas sûr d'être en bas du marché actuellement, et il est tout à fait possible que la bourse continue à perdre en valeur de façon significative sur les prochaines semaines, et peut-être même les prochains mois. Il y a des problèmes structurels qui plombent la bourse aujourd'hui et qui sont loin d'être résolus, que ce soit l'inflation, les problèmes de supply chain, la guerre en Ukraine, les tensions sur l'énergie, les risques de famine dans certaines parties du monde dont on commence à parler de façon un peu plus importante ces dernières semaines. Donc voilà, il y a encore des risques structurels pour la bourse. Et donc oui, c'est pas la joie, mais comme je le disais dans ma vidéo Faut-il investir en 2022, je pense, et là encore ce n'est que mon avis comme d'habitude, que malgré tout ça, malgré tous ces problèmes structurels, c'est le bon moment pour investir. Et donc dans cette vidéo, on discute aujourd'hui de comment débuter en bourse, de ce qu'il faut savoir et de ce qu'il faut comprendre avant de s'y mettre vraiment, et de comment s'y mettre en douceur. Alors petit disclaimer de rigueur avant qu'on s'y mette, cette vidéo n'est pas du conseil en investissement. Oui, je pense que c'est une bonne chose d'investir, mais c'est à chacun de décider si oui ou non il souhaite s'y mettre. Il faut bien comprendre que tout investissement, que ce soit en bourse ou ailleurs, présente toujours un risque de perte en capital, c'est-à-dire que vous risquez de perdre de l'argent, peut-être tout votre argent potentiellement si vous faites une grosse erreur en bourse. Comme je le disais, je pense à titre personnel, encore une fois, et vraiment à titre personnel, que c'est le bon moment pour investir, mais il est tout à fait possible que j'ai tort, et que demain, on soit face à une crise mondiale qui fasse dévisser le marché de 50% potentiellement, et que je perde tout ou partie de l'argent que moi aussi j'ai déjà investi dans le marché. Donc avant de vous y mettre, faites bien vos recherches, prenez bien toutes vos décisions à votre âme et conscience. Cette vidéo, du coup, peut vous aider à apprendre des choses et potentiellement à prendre la décision d'investir ou non, mais il faut vraiment que ce soit votre décision à vous. Second disclaimer, dans cette vidéo, je vais parler des plateformes que j'utilise pour investir actuellement, à savoir DEGIRO et Trading 212 en particulier. Il y a des liens dans la description pour ceux qui souhaitent s'inscrire sur ces plateformes-là, ce sont des liens affiliés, et je touche une commission à chaque fois que vous vous inscrivez via ces liens-là. Ça permet de soutenir la chaîne, et je suis évidemment extrêmement reconnaissant à tous ceux qui suivront le lien et qui s'inscriront via ces liens-là. Mais je pense aussi que c'est important d'être tout à fait transparent sur ces éléments-là, et donc du coup, voilà, je suis affilié à ces deux plateformes-là. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Alors la première chose à comprendre avant de commencer à investir, c'est de comprendre dans quoi tu investis lorsque tu investis en bourse. Parce que quand on va investir dans des classes d'actifs qui sont mieux connues, comme l'immobilier par exemple, c'est assez simple de comprendre dans quoi tu investis. Une maison, c'est un toit sur ta tête, c'est un terrain, c'est l'emplacement de ce terrain-là, c'est des choses qui sont assez tangibles et qui sont assez simples à comprendre. Alors que quand on investit en bourse, c'est assez facile d'oublier vraiment à quoi correspondent les actions qu'on achète et de ne se concentrer finalement que sur les courbes que tu vas voir apparaître sur ton écran ou sur les analyses des experts. Et une action d'entreprise, ce n'est pas juste justement une courbe sur un écran, c'est littéralement la partie d'un business, tu achètes une part dans un business. Si aujourd'hui tu achètes des actions chez Amazon par exemple, pour les prendre en exemple, ça veut dire que tu deviens le propriétaire partiel, à hauteur forcément du nombre d'actions que tu achètes, mais d'une entreprise qui l'année dernière a fait 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 33 milliards de bénéfices, qui est propriétaire d'une centaine d'entrepôts à travers le monde, qui emploie 1,6 million de personnes, qui a le plus grand parc serveur au monde, avec son offre Amazon Web Services, qui a énormément de propriétés intellectuelles, que ce soit dans ses brevets, donc par exemple les robots qu'ils utilisent dans leurs entrepôts sont brevetés, ou dans de la propriété intellectuelle dans les films et les séries qui sont produits et distribués sur Prime Video, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Okay, donc tu deviens propriétaire partiel d'un business dans toute sa complexité, mais d'un business qui est créateur de valeur, qui est créateur de richesse, qui emploie du monde, qui fait vivre des familles, qui a un impact, qui soit positif ou négatif sur la société dans laquelle on vit. Et donc une action, c'est pas juste une courbe, c'est vraiment l'occasion de détenir une petite partie d'une entreprise et d'avoir des droits qui correspondent forcément au fait que tu sois propriétaire partiel de cette entreprise-là. Donc tu vas obtenir des droits, par exemple, sur les profits en cours et sur les profits futurs. Donc dans le cas des actions qui distribuent des dividendes, ce qui n'est pas forcément le cas d'Amazon, mais ça veut dire que tu vas avoir le droit à une partie de ces dividendes-là. Dans le cas des actions qui n'en distribuent pas, donc comme Amazon, ça veut dire que le prix de ton action va s'apprécier, si l'entreprise elle fait des bénéfices, bien sûr, donc le prix de ton action va monter,
et que tu pourras la revendre plus cher à une date ultérieure. Tu obtiens aussi un droit à la formation en tant que propriétaire d'une entreprise. L'entreprise dont tu vas acheter l'action, elle va devoir te communiquer à toi, son actionnaire, et à tous les autres actionnaires de façon homogène un certain nombre d'éléments, comme des données financières ou des données stratégiques, telles que sa position actuelle sur le marché, ses objectifs, les moyens qu'elle va mettre en place, etc., etc. Et ça, c'est assez important parce que c'est ce qui te permettra de prendre tes décisions en tant qu'investisseur par la suite. Est-ce que j'achète plus d'actions? Est-ce que je vends mes actions? Est-ce que je pense que l'entreprise, elle a un bel avenir d'après les données qu'elle me communique? Ce genre de choses-là. Donc le droit à l'information, c'est quelque chose quand même qui est important et ça fait partie des droits que tu obtiens quand tu achètes une action d'entreprise et que tu deviens un propriétaire partiel de cette entreprise. Tu obtiens aussi des droits de vote. En tant qu'actionnaire, tu vas pouvoir peser sur les décisions de l'entreprise. Lors des assemblées générales, il est fréquent que les entreprises elles soumettent certains points, certaines questions au vote des actionnaires, qui doivent donc décider à ce moment-là de l'avenir de l'entreprise et de la direction de l'entreprise, dans quelle direction est-ce que l'entreprise elle va. C'est généralement à ce moment-là qu'on se rend compte vraiment qu'on est devenu propriétaire, en partie encore, d'une entreprise, parce que notre voix, elle compte, et plus t'as d'actions dans une entreprise, et forcément, plus ta voix, elle comptera. Si demain, tu arrives à monter à, je sais pas, 10% des parts d'Amazon, par exemple, ce qui ferait que tu serais probablement pas sur cette chaîne, vu les revenus que t'aurais, mais du coup, ça veut dire que ta voix portera pour 10% des décisions dans Amazon, et du coup, tu pourras avoir potentiellement un gros impact sur cette entreprise-là. Et puis, le dernier type de droit, c'est les droits patrimoniaux. Donc, tu as le droit de céder tes actions, tu as le droit de les prêter, tu as le droit de les nantir aussi, par exemple, pour obtenir un crédit, ce genre de choses-là. Et ça, c'est aussi important parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, notamment grâce à l'exploitation de ces droits patrimoniaux, mais on va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo-là, ça fera l'objet d'une future vidéo, mais voilà, les droits patrimoniaux, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier quand on parle des actions en bourse. À l'inverse, il y a certains droits que l'action ne te conférera pas, par exemple, si tu as 3 actions de McDo et que tu vas dans ton restaurant le plus proche demander un best-of gratuit sous prétexte que tu es actionnaire, on te montrera gentiment la porte, t'es pas le patron ou la patronne de la boîte non plus. Donc voilà, tout ça pour dire qu'investir en bourse, ce n'est pas seulement mettre de l'argent sur une plateforme et attendre que ça grandisse et que le prix de ton action, la courbe de ton action, elle monte et ensuite revendre. C'est vraiment acheter un petit bout d'une entreprise, un petit bout d'un business, et c'est quelque chose, moi, à mon avis, d'assez cool, et c'est important de comprendre dans quoi est-ce qu'on investit. La deuxième chose à déterminer avant d'investir, c'est quel est ton profil d'investisseur. Et ça, personne ne va pouvoir le décider pour toi, c'est quelque chose que tu vas découvrir au fur et à mesure, en tâtonnant, en apprenant, en investissant aussi, on apprend en pratiquant forcément, mais il y a quelque chose qu'on peut dire dessus quand même avant que tu t'y mettes. Est-ce que tu es un investisseur passif ou est-ce que tu es un investisseur actif? Les deux profils sont viables, mais ils vont approcher l'investissement en bourse d'une façon différente. L'investisseur passif, il va choisir des produits qui sont gérés pour lui et il va investir dans la bourse de façon indirecte. Par exemple, il va pouvoir acheter des ETF, qui sont des paniers d'actions, qui sont gérés de façon informatique par des ordinateurs, qui achètent et vendent des actions individuelles sans aucune intervention humaine, ou presque. On peut aussi investir via des fonds d'investissement, comme avec les OPCVM, par exemple, l'acronyme qui veut dire Organisme de placement collectif en valeur mobilière. Donc c'est des fonds d'investissement qui sont gérés par des gestionnaires professionnels. C'est un intermédiaire auquel tu vas confier ton argent et qui ira ensuite investir pour toi et qui se rémunérera du coup sur les performances que va faire ton argent et te rémunérera toi en te disant voilà, votre argent a produit tant de retours cette année, donc voilà votre argent. Sinon, tu as aussi tout un tas de placements en gestion pilotée comme les assurances vie, les PER, les PEA assurances qui sont aussi souvent en gestion pilotée. Il y a certains comptes titres comme chez Boursorama par exemple qui proposent un compte d'épargne financière piloté. Voilà, donc il y a plusieurs options en gestion pilotée où les gens il y a un organisme qui va gérer ton argent pour toi. L'investisseur actif, de l'autre côté, il aura une approche différente, où il ira se renseigner sur les entreprises qui l'intéressent, où il va aller faire des recherches, il va aller regarder les données financières, il va les comparer à celles des concurrents, il va étudier l'industrie et l'économie dans lesquelles évolue l'entreprise, ce genre de choses-là. Donc il va faire tout un tas de recherches et tout un tas d'analyses, jusqu'à ce qu'il arrive à une décision et qu'il choisisse ou non d'acheter des actions, ou même qu'il choisisse de vendre des actions potentiellement s'il est déjà propriétaire. Ces investisseurs-là, ils ont généralement un petit peu plus d'expérience, ils ont aussi un peu plus de temps à y consacrer parce que c'est un processus, crois-moi, qui est assez long d'investir comme ça. Si on veut gagner de l'argent, du moins, si on s'en fiche, effectivement, ça va plus vite d'investir de façon active parce qu'on n'a pas de recherche et d'analyse à faire, donc ça va très très vite, mais c'est pas la bonne solution parce qu'en général, si on fait pas ces recherches et ces analyses, on va perdre de l'argent. L'investisseur actif, il va aussi avoir une tendance à être plus spécialisé, il va avoir que quelques industries qu'il maîtrise et il n'investira de façon active que sur des entreprises qui sont dans ces industries-là, d'accord? Ça, c'est une vraie caractéristique, c'est un
impossible de connaître toutes les industries qui sont disponibles et de bien toutes les maîtriser. Et donc, tu peux pas investir de façon active dans 10, 15, 20, 30 entreprises, à moins d'être vraiment un directeur de fonds d'investissement et d'avoir que ça à faire de ta vie. Et ensuite, l'investisseur actif, pour la diversification, il aura généralement recours à des solutions passives aussi, comme des ETF par exemple. Et la deuxième chose à déterminer pour connaître quel type d'investisseur tu es, c'est de connaître un peu ta tolérance au risque. Typiquement, si tu as peur de perdre ton argent, ce qui est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui quand elles commencent l'investissement en bourse, et ce qui est tout à fait normal et ce qui est totalement normal, et il faut vraiment, faut pas culpabiliser d'avoir peur de perdre son argent en bourse, c'est normal, c'est un comportement qui est normal, c'est un sentiment qui est normal. Il sera bien du coup de prendre à ce moment-là des placements plus risqués, donc comme des ETF qui sont très larges, qui vont du coup être très diversifiés d'un point de vue à la fois secteur et d'un point de vue géographique, comme un ETF Monde par exemple, qui va traquer l'intégralité des indices du monde entier, donc voilà, ou dans des entreprises qui sont très solides, qu'on va appeler les blue chips. Ces entreprises, elles sont généralement très grandes, elles sont très bien établies, elles ont des fondamentaux qui sont sains, des finances qui sont saines, elles ont connu peu de changements dans ces fondamentaux pendant plusieurs années, et généralement, elles vont payer des dividendes, parce que ce type d'entreprise-là qui connaît peu de changements, fondamentalement, ça veut aussi dire peu de croissance de l'action, et du coup, elle rémunère les actionnaires en contrepartie du fait que l'action va moins bouger, que l'action va moins croître que ce que va croître, par exemple, une action d'une entreprise comme Amazon, Tesla, ce genre de choses-là. Quelques entreprises blue chip qu'on pourrait nommer, ça pourrait être les sociétés d'assurance en général. C'est des grosses boîtes qui sont généralement too big to fail, comme on dit. Certaines grosses sociétés financières, comme les banques, la société Visa, la société Mastercard. On a des sociétés qui sont devenues juste trop grosses pour se planter aussi, comme par exemple McDo, Vinci, Bouygues, voilà, ce genre de boîtes-là. Des grosses boîtes, et ça c'est ce qu'on appelle les blue chips, et c'est une bonne manière de commencer à investir de façon peu risquée, parce qu'il y a très peu de chances que ces entreprises-là, elles se crachent complètement la semaine prochaine, et c'est très surprenant quand ces boîtes-là, elles perdent ne serait-ce que 10-15% de leur valeur. Ça arrive rarement, ça arrive pendant les grosses périodes de crash, comme on a pu connaître par exemple en 2020, en 2008, ou en ce moment un petit peu, mais même dans ces périodes-là, c'est les entreprises qui subissent moins quand même les effets de crise. Si par contre tu as une bonne tolérance au risque et que tu es capable de regarder ton portefeuille fondre de 30 ou 50% une semaine pour ensuite reprendre peut-être 40% la semaine d'après et faire des yo-yo comme ça toute l'année, à ce moment-là tu pourras investir différemment, aller prendre des paris sur certaines entreprises dans lesquelles peu de monde croit, et potentiellement si tu as raison de faire des paris sur ces entreprises-là, tu vas pouvoir faire des gros gains. C'est ce qui est arrivé par exemple aux gens qui ont investi très tôt dans des entreprises comme Tesla, Facebook ou Netflix, mais clairement il faut avoir un petit peu d'expérience pour prendre ces niveaux de risque-là, il faut être très détaché émotionnellement des performances de son portefeuille, il faut pas oublier que si tu as tort sur les paris que tu fais, tu vas aussi faire des grosses pertes et que tu vas perdre beaucoup d'argent d'un coup. Par exemple avec l'action Coinbase, dans laquelle moi j'ai cru personnellement quand elle s'est lancée l'année dernière, que j'ai acheté à $280 et qui en vaut aujourd'hui 60. Moi donc à titre d'information, je suis un investisseur moitié actif, moitié passif, j'ai à peu près 50% investi dans des actions individuelles que je choisis moi-même après les avoir analysées, et 50% dans des ETF comme le Nasdaq 100, le S&P 500 ou le Russell 2000. J'ai une très forte tolérance au risque parce que j'investis sur le long terme et que je regarde à des horizons 10 ou 15 ans à chaque fois que j'investis dans une entreprise, et que du coup, tant que les fondamentaux des entreprises dans lesquelles j'investis n'ont pas changé, je ressens pas forcément le besoin de vendre, même si elle se casse la tronche de façon royale, comme on peut le voir en ce moment par exemple. C'est pas une source de stress pour moi, je suis très détaché émotionnellement justement de mes investissements. Pour moi, une entreprise dans laquelle j'investis, c'est une entreprise dans laquelle je crois sur la durée, et ça me chagrine pas que pendant 1 ou 2 ans, cette entreprise-là, elle fasse des mauvaises performances, si je suis confiant dans sa capacité à refaire des bonnes performances après sur la durée. Troisième chose à déterminer avant d'investir, c'est combien est-ce que tu es prêt à mettre dans le marché. Là aussi, il n'y a pas de règle, et c'est chacun fait comme il le sent. Perso, je pense qu'entre 15 et 30% de ses revenus, c'est une bonne fourchette, mais si c'est moins, c'est pas grave, et si c'est plus, c'est tant mieux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'investissement en bourse, c'est risqué, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette vidéo-là, mais c'est risqué au même titre que n'importe quel investissement par ailleurs. Il y a des centaines d'exemples, par exemple, de personnes qui se sont retrouvées banqueroutes à cause de mauvais placements immobiliers en France, ou dans d'autres pays, aux États-Unis c'est encore plus vrai, mais en France c'est vrai aussi. Mais oui, la bourse, c'est risqué, c'est aussi beaucoup plus volatile que le marché immobilier par exemple, ou du moins la volatilité est plus visible, et c'est quelque chose qui sera à prendre en compte quand tu vas investir. Pour les personnes qui débutent en bourse, je pense que le mieux c'est souvent d'investir petit à petit et de s'y mettre en douceur.
Si tu dois commencer par 10, 30 ou 50 euros par mois, le temps de voir comment tu te sens, de comprendre les mécanismes de la bourse, de voir que non, tu ne perds pas tout ton argent en 10 secondes au moment où tu l'investis comme le fameux épisode de South Park. Rebalancer les intérêts sur un compte en devises étrangères indexé sur les valeurs boursières et il n'y a plus rien. Il faut surtout pas y aller contre son gré ou parce qu'un de tes proches, par exemple, va t'avoir dit « Non, mais je te jure, si tu investis tout ton argent sur Tesla aujourd'hui, tu seras forcément riche dans 5 ans, ça va exploser, tu vas voir, ça va être incroyable, tout ça. » Clairement, personne ne connaît le futur, certainement pas moi, et c'est un processus qui, mine de rien, est assez particulier de se mettre à l'investissement à bourse, qui touche à quelque chose de précieux, qui touche aussi à quelque chose qui est un peu tabou. L'argent en France est un peu tabou. L'argent, c'est aussi le fruit de ton travail, donc il faut y aller en douceur au début, il faut pas hésiter, franchement, à prendre son temps et à y aller tranquillement. Aujourd'hui, en plus, il y a des plateformes qui vont te laisser investir dans des fractions d'actions, je vais en parler un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais ça c'est typiquement quelque chose qui va te permettre de mettre vraiment des petites sommes au début, tout en douceur, sans stress, et donc du coup, ça peut être une bonne chose pour commencer. Si en revanche tu te sens d'investir un petit peu plus tout de suite au début quand tu te lances, c'est une bonne chose, mais mon conseil à ce moment-là, c'est de se fixer un montant mensuel et d'investir toujours le même montant, tous les mois, sans variation. Ça s'appelle le dollar cost averaging, j'en ai parlé pareil dans une vidéo précédente, c'est ce qui permet d'avoir les meilleurs retours d'après les données historiques, même si, comme d'habitude, les performances passées ne présagent jamais les performances futures, et le fait d'investir de façon continue, constante et régulière, c'est ce qui va te permettre d'éviter les écueils du type oh, j'ai investi toutes mes économies en bourse d'un coup en décembre 2021 et pas de bol, tout s'est mis à se crasher en janvier 2022, je sais pas ce qui s'est passé. Ok ? Si tu investis mensuellement de façon programmée, ça va te permettre d'investir un tout petit peu en décembre par exemple, en décembre 2021, et puis après un petit peu en janvier 2022 et un peu en février et ainsi de suite et ainsi de suite. Et du coup, même si tes premiers investissements sont moins rentables parce que le marché a baissé, au moins, quand tu vas acheter en février, en mars, en avril et ainsi de suite, tu vas acheter pour moins cher que ce que tu auras acheté en décembre 2021 et petit à petit, tu vas équilibrer en fait ton portefeuille sur la durée et tu vas avoir à la fois des actions qui vont t'avoir coûté trop cher, mais d'autres actions qui vont t'avoir coûté beaucoup moins cher et du coup, résultat des courses, ça va faire une moyenne, et quand ça va remonter, et du coup, tu feras plus de bénéfices que si tu avais tout mis en décembre 2021 et que tu devais attendre 5 ans avant que on revienne au niveau justement de décembre 2021. Maintenant pour la stratégie. En plus de cette question du dollar cost averaging dont je viens de parler, la deuxième partie la plus importante de la stratégie, de n'importe quelle stratégie d'investissement d'ailleurs, c'est la diversification. La diversification, c'est la base et la clé de voûte de la sécurisation de ton portefeuille. Plus ton portefeuille en bourse est centralisé, plus il est risqué, plus ton portefeuille est diversifié et moins il est risqué. Et comme je le disais juste avant, comme je le disais au début de la vidéo, même les personnes qui ont une forte tolérance au risque, et même les personnes qui sont des investisseurs actifs, font en sorte de diversifier au moins un peu leur portefeuille. Je connais personne qui soit sérieux sur son investissement en bourse et qui ne pratique pas un niveau minimum de diversification. Même si j'accorde que je connais pas non plus énormément de monde dans l'investissement, mais toutes les personnes avec qui j'échange de façon régulière, elles sont diversifiées au moins à un certain niveau. Moi, comme je le disais, 50% actifs, 50% passifs, et les 50% passifs, je les mets principalement dans des ETF qui sont ma partie diversification et qui me permet de diversifier et de sécuriser mon portefeuille. Ça me permet d'être sûr du coup que mon portefeuille ne se crache pas complètement, par exemple dans la situation de crise qu'on connaît en ce moment. Mais la diversification, c'est aussi une question de performance. Pour reprendre mon exemple à moi, par exemple, si jamais l'industrie de la tech aux US, qui constitue la plus grande part de mes investissements actifs, se casse la tronche, comme elle se casse la tronche en ce moment, mais que derrière l'industrie pharmaceutique, l'industrie de l'acier se mettent par exemple à superformer de façon tout au hasard, le fait que je sois aussi investi dans du S&P 500 et du Russell 2000 fait que je vais avoir une exposition à ces deux industries-là et aux entreprises qui vont du coup bénéficier de ces industries-là aussi, et du coup je ne passe pas complètement à côté de l'opportunité et que je vais avoir une partie de mon portefeuille qui va quand même monter, même si la majeure partie de mon portefeuille, qui sera la tech, va elle se casser la tronche, je vais quand même avoir quelques valeurs qui vont performer au sein du S&P 500 et du Russell 2000, et donc du coup je vais pas perdre tout mon argent, je vais quand même avoir un effet qui va compenser la perte de la tech. Alors pour ce qui est du comment sur la diversification, il y a plusieurs manières de diversifier. Un, ça va être la diversification géographique. Tu vas investir sur plusieurs pays, plusieurs continents, voire le monde entier. La deuxième diversification, ça va être la diversification de secteur. Tu vas investir dans plusieurs industries qui sont différentes, qui touchent pas du tout aux mêmes choses, et donc du coup, comme ça, tu sécurises. Ensuite, on va avoir la diversification par la taille. Donc tu vas investir dans des entreprises très grandes ou des entreprises plus petites. Moi, c'est ce que je fais par exemple en investissant dans le Russell 2000, qui regroupe les 2000 plus petites entreprises tradées publiquement aux États-Unis. Et ensuite, tu vas avoir
tu pourrais diversifier avec les classes d'actifs. Donc là, on s'éloigne de l'investissement en bourse, qui est le sujet de cette vidéo-là, mais c'est le fait d'investir en plus de la bourse sur des obligations, par exemple, sur de l'immobilier, sur des cryptos, sur des entreprises privées, comme des startups, ce genre de choses. Okay. Donc ça, c'est les 4 grands types de diversification que tu peux faire. Troisième point stratégique, et ça va s'appliquer à tous les investisseurs, actifs ou passifs, risqués pas risqués, c'est de n'investir que dans ce que tu connais et dans ce que tu comprends. Et ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent passer à la trappe, parce que je vois très fréquemment des personnes qui n'y connaissent rien, par exemple à la tech, à la manière dont les entreprises de la tech sont valorisées, à comment est-ce qu'elles gagnent de l'argent, à comment est-ce qu'on les étudie, on les analyse, on analyse leurs performances, qu'elles soient passées, présentes ou à venir, ce genre de choses-là. Et qui se mettent malgré tout à aller investir sur ce secteur-là, avec le risque du coup de perdre beaucoup d'argent par manque de connaissances, parce que du coup ils prennent des mauvaises décisions d'investissement. Et le vrai problème, c'est que ces personnes-là, elles auraient sûrement pu investir sur d'autres secteurs qu'elles maîtrisent plus et qu'elles connaissent mieux, comme par exemple, je sais pas, le secteur financier, le secteur de l'énergie, le secteur de la grande distribution, le secteur des travaux publics, enfin voilà, parce que peut-être elles travailleraient dans ces secteurs-là, ou qu'elles ont des contacts de la famille dans ces secteurs-là, et que du coup elles auraient des points de repère, des points de compréhension que tout le monde n'a pas forcément. Et ces personnes-là, elles auraient pu gagner de l'argent du coup en prenant des bonnes décisions d'investissement sur ces secteurs-là, plutôt que des mauvaises décisions d'investissement sur le secteur de la tech. Et pour illustrer ça, on va donner un exemple concret, mais une personne par exemple qui travaille en concession chez Renault, elle sera très probablement au courant qu'aujourd'hui Renault ne gagne pas son argent sur la vente de voitures, mais qu'elle gagne en réalité la plupart de ses bénéfices sur la vente des financements, donc LLD, LOA, ce genre de choses-là, qu'elle utilise pour vendre justement ces voitures-là. Quand on regarde l'année dernière, par exemple, Renault, elle fait 500 millions de marge sur l'automobile, et ils font 1,185 milliard grâce au financement, donc quasiment plus du double de ce qu'ils font sur l'automobile. Et donc du coup, si demain Renault annonce une baisse de ses ventes de voitures, mais une augmentation du nombre de financements, la personne qui travaille en concession, elle pourrait identifier ça comme un bon signe, même si c'est trop simpliste, on est d'accord, c'est juste histoire d'illustrer, et elle pourrait se dire que du coup c'est peut-être le bon moment pour acheter l'action Renault, et que l'action Renault va probablement être tirée vers le haut, parce que les bénéfices vont s'améliorer suite à cette annonce-là. Et ça, c'est une réflexion qu'une personne qui travaille en grande distribution, qui travaille chez Carrefour par exemple, elle n'aura pas forcément, parce qu'elle ne connaîtra pas le secteur de l'automobile aussi bien, et par contre, elle pourra identifier des opportunités sur le secteur de la grande distribution en fonction des annonces qui sont faites. Donc oui, investir dans ce que tu comprends et dans ce que tu connais, c'est un point important, et si tu ne maîtrises pas une industrie, mais que tu veux quand même te positionner dessus, c'est pas un problème en soi, juste il va falloir se former, il va falloir aller chercher l'information, ce qui à l'heure d'internet est vraiment devenu relativement simple, beaucoup plus simple du moins que ce que c'était il y a quelques années, et du coup se former pour devenir un investisseur qualitatif sur le secteur qui nous intéresse. Et si tu veux pas faire ces recherches-là et ce travail de formation-là, à ce moment-là, il sera mieux d'investir de façon passive avec des ETF ou des professionnels comme les OPCVM dont je parlais au début de la vidéo, et qui eux sauront ce qu'ils font quand ils achètent des actions sur ces industries-là, sur ces secteurs-là. Et maintenant, du coup, il faut choisir son courtier, la plateforme sur laquelle tu vas enfin pouvoir passer à l'investissement. Donc moi, j'en utilise Donc moi j'en ai 3 que j'utilise, DEGIRO pour mes investissements aux US et à l'étranger en général, Trading 212 que j'utilise pour leurs fonctionnalités, fractions d'actions et leur système d'ETF personnalisé, et Bourse Direct que j'utilise pour les investissements sur mon PEA. Donc je te mets les liens pour les 3 en description, et pour être tout à fait transparent, comme je le disais en début de vidéo, je suis affilié à DEGIRO et à Trading 212, et donc du coup si tu t'inscris sur ces plateformes-là via mon lien ou mon code, je touche une petite commission qui soutient la chaîne, et je te remercie forcément beaucoup d'avoir utilisé le lien. Je ferai un comparatif très bientôt de toutes les plateformes qui sont dispo en ce moment, mais aujourd'hui on va se concentrer sur ces 3-là, sinon on finira jamais la vidéo, déjà qu'elle va faire plus de 30 minutes, sinon on s'en sortira jamais. Donc voilà. Alors DEGIRO, pour commencer, c'est là où j'ai la plupart de mes investissements aujourd'hui. C'est une super plateforme qui est très intuitive, qui me permet d'investir dans un large choix d'actions, avec des frais qui sont très bas et qui sont très compétitifs, notamment pour tout ce qui est achat aux US, qui est pour moi le cœur de mon portefeuille aujourd'hui. Ils sont vraiment très intéressants. Leur plateforme elle est aussi très complète, même si elle reste simple d'utilisation, ça va vite, ils ont reçu beaucoup de récompenses pour la qualité de leur service, et ils ont vraiment un catalogue qui est très large au niveau des actions et des ETF qu'ils proposent. Alors ils proposent aussi d'autres produits, mais pour débuter en bourse, c'est probablement les 2 qui t'intéresseront le plus. La deuxième plateforme que j'utilise, c'est Trading 212, que là j'utilise aussi pour investir aux US, mais surtout sur les actions qui sont plus chères, parce que Trading 212 propose la fonctionnalité fraction d'action que ne propose pas DEGIRO. Donc par exemple, si on prend l'exemple de Tesla aujourd'hui qui est à $700, ou de Google qui a plus de
3000 $. Si je devais acheter des actions complètes de ces entreprises-là, ça pèserait tout de suite très très lourd dans mon portefeuille, et dans mon cas, ça pèserait sûrement trop lourd par rapport à ce que je vise comme ratio de ces deux entreprises-là dans mon portefeuille. Et donc à ce moment-là, je vais sur Trading 212 pour utiliser leur fonction fraction d'action, et si je décide de n'acheter par exemple que 100 € de Tesla, et ben je vais finir avec quelque chose comme 0,15%, enfin 15% d'une action au lieu d'une action complète. Mes 100 €, ils évolueront quand même avec le cours de Tesla, mais comme ça, j'y suis moins exposé que si j'avais dû mettre 700 € tout de suite, et je peux investir le reste de ces 700 € là dans d'autres entreprises pour avoir un portefeuille qui est plus équilibré. Trading 212, elle propose aussi des frais qui sont bas, qui sont compétitifs, et du coup c'est une bonne solution pour ne pas tout investir sur une seule plateforme. Moi je pense que c'est une bonne chose d'avoir de l'argent sur plusieurs plateformes plutôt que sur une seule. Ça permet aussi là de diversifier et de sécuriser si jamais il y a un souci, même si c'est très peu probable, on sait jamais. Et la troisième plateforme que j'utilise, c'est Bourse Direct, et là je les utilise exclusivement pour leur PEA. Le PEA, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est un super produit d'un point de vue fiscal, avec juste ce petit bémol qui te laisse investir que en Europe. Donc pour moi, c'est pas ma plateforme principale Bourse Direct, mais c'est pas mal, ça fait le taf, et il y a du choix dans les actions qui sont proposées. Les frais sont moins intéressants quand même que les deux premières plateformes dont j'ai parlé, mais vu que j'y passe beaucoup moins d'ordre et vu l'avantage fiscal du PEA, ça me chagrine pas des masses, en toute franchise, de payer un peu plus de frais sur Bourse Direct que ce que je paye chez les autres. Alors évidemment, il existe plein d'autres courtiers, certains plus sérieux que d'autres, certains plus chers que d'autres, certains avec beaucoup d'actions disponibles et d'autres avec moins d'actions disponibles. Moi, je t'ai présenté vraiment là les trois que j'utilise, mais encore une fois, ça c'est moi, et chacun doit faire ses propres décisions et ses propres recherches, donc renseigne-toi bien, regarde bien les avis, regarde bien les frais, regarde bien les éléments réglementaires, tous les courtiers ne sont pas régulés par les mêmes autorités. Parce que c'est quelque chose d'important, tu vas leur confier ton argent à ces plateformes-là, potentiellement tu vas leur confier des milliers, voire des dizaines de milliers, et je l'espère pour toi des centaines de milliers d'euros, et donc c'est important que cet argent-là soit sur des plateformes dans lesquelles tu as confiance et qui proposent des offres qui sont intéressantes. Dernière chose à choisir avant de se mettre à investir en bourse, ce sera le choix du support, et le choix de la plateforme dépendra du coup mine de rien du support que tu vas choisir pour investir. Donc le support c'est quoi? C'est le type de compte que tu vas utiliser pour investir. Donc moi aujourd'hui j'investis sur compte titre ordinaire chez DEGIRO. Chez Trading 212, c'est sous forme de dérivé, donc c'est un dérivé de compte titre, puisque du coup les fractions d'actions c'est un produit dérivé, mais qui va du coup se comporter comme un CTO, comme un compte titre ordinaire. Et Bourse Direct, c'est le PEA. Pour ceux qui choisiront l'investissement passif, vous aurez peut-être à ouvrir plutôt soit un PER, un PEA assurance ou un compte d'épargne financière piloté. Et à ce moment-là, ça va forcément influencer votre choix de plateforme, puisque toutes les plateformes ne proposent pas les mêmes services et potentiellement les mêmes supports. D'accord ? Typiquement, si tu veux faire du PER et du PEA assurance, ce sera peut-être plus Linksea qu'il faudra prendre plutôt que les plateformes que j'ai citées. Là, pour le coup, ça demandera un petit peu de recherche de ta part pour savoir quel est le support le plus adapté à ta situation. Il faut pas hésiter à poser les questions aux plateformes pour être certain de bien tout comprendre ou d'aller regarder les vidéos. Par exemple, moi j'ai des vidéos sur plusieurs supports sur la chaîne. Toutes les grandes plateformes aujourd'hui, elles ont quand même, il faut le dire, des services clients qui sont solides et qui vont répondre à toutes les informations à toutes les questions que tu peux avoir et vont t'informer. Donc il faut pas hésiter à les solliciter. Une autre solution, c'est de poser les questions aux commentaires et je me ferai un plaisir de répondre comme d'habitude. Donc si on veut faire simple, à mon avis, quand on commence en bourse, le compte titre ordinaire et le PEA, c'est les deux solutions les plus simples et les plus accessibles à faire. Il est très probable que ta banque actuelle propose ces deux supports, même si elle ne les proposera sûrement pas à des conditions aussi intéressantes que les courtiers spécialisés dont j'ai parlé plus tôt. Il faut se méfier des frais qui peuvent être très très élevés sur les banques traditionnelles. Mais si tu décides de l'ouvrir chez eux, c'est quand même quelque chose qui est relativement simple et rapide à ouvrir. Et puis du coup, une fois qu'on a compris ce qu'est une action, qu'on sait quel type d'investisseur on est, quel type d'investisseur on veut être, qu'on sait combien on est prêt à investir, qu'on sait qu'il faut investir constamment et à intervalles réguliers pour avoir les meilleurs retours, qu'on sait qu'il faut diversifier, qu'on est prêt à investir dans ce qu'on connaît et dans ce qu'on comprend, qu'on a choisi son courtier et son support, il reste plus à ce moment-là qu'à passer un investissement en lui-même. Et donc c'est généralement pas compliqué de passer un ordre. Il suffit de se rendre sur la plateforme qu'on a choisie, de se rendre sur l'action, il y a un gros bouton normalement qui va être marqué acheter, on clique dessus, on attend que l'ordre s'exécute et hop, félicitations, on est propriétaire d'une action. Alors forcément là, je fais des raccourcis, ça va changer d'un courtier à l'autre et je vous montrerai dans les prochaines vidéos comment utiliser les plateformes dont j'ai parlé aujourd'hui sous forme de tutos bien détaillés, mais ça reste normalement relativement simple et relativement intuitif sur la plupart des plateformes. Vraiment, c'est un gros bouton à acheter la plupart du temps et il n'y a rien de très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est plutôt de comprendre ce qu'on fait, de savoir quelle stratégie on va mettre en place, de comprendre qui on est en tant qu'investisseur,
qu'est-ce qu'on est prêt à faire et qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire en tant qu'investisseur sur le marché. Donc c'est plus ça qui est important et c'est pour ça que la plupart de la vidéo elle a été consacrée à ça plutôt qu'à la partie vraiment purement pratique de l'investissement en bourse. Je pense qu'il y a d'abord des choses à comprendre avant de s'y mettre. Et pour la partie pratique, du coup, comme je vous le disais, je vais faire des tutos dans pas très longtemps, probablement cette semaine ou la semaine prochaine, sur comment utiliser les 3 plateformes dont j'ai parlé aujourd'hui, histoire de vraiment que ce soit simple pour tout le monde et que ce soit simple de s'y mettre définitivement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça a été clair, j'espère que ça a répondu aux questions que vous posiez. Comme d'hab, je reste à dispo dans les commentaires pour répondre à toutes les questions et pour éclaircir les points qui ne sont pas clairs. Merci, comme d'habitude, d'avoir regardé la vidéo, merci à toutes les personnes qui sont abonnées, et on se retrouve à la prochaine. Voilà, merci beaucoup, et ciao.